June Allison et Jennifer Lauren Gibbons sont des jumelles monozygotes. Dès le début, les deux filles sont inséparables. Jusque-là, rien de bien particulier. Mais avec le temps, elles vont développer un comportement de plus en plus étrange et incompréhensible. Elles ne vont parler qu'entre elles et cesseront toute conversation en présence d'une autre personne, même avec les membres de leur propre famille. Sous leur visage sans expression et leur action en parfaite synchronisation, les jumelles ne semblent pouvoir vivre ni avec ni sans l'autre. Aujourd'hui, nous vous présentons l'étrange histoire au dénouement imprévisible, celle des jumelles silencieuses. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Millie Mello. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un cas assez connu que vous avez probablement déjà lu sur internet ou peut-être vu sur une autre chaîne YouTube. Mais bref, ils ont même fait un film aussi en 2022, donc peut-être vous avez vu le film aussi. Mais on peut pas avoir un canal YouTube sur la gémilité sans traiter de ce cas particulier, donc voici l'histoire des jumelles silencieuses. June Allison et Jennifer Lauren Gibbons voient le jour le 11 avril 1963. Leurs parents, Aubrey et Gloria Gibbons, vivent alors à la Barbade. Gloria est femme au foyer et Aubrey, leur père, travaille comme technicien pour la Royal Air Force. Peu après la naissance des jumelles, Aubrey est muté en Angleterre et la petite famille déménage dans une petite ville nommée Haverfordwest, au pays de Galles, au Royaume-Uni. Dès leur plus jeune âge, les filles présentent un retard de langage et lorsqu'elles parlent, on dirait un mélange d'anglais et de créole, ce qui les rend incompréhensibles aux personnes extérieures à leur famille. Les filles vont donc cesser de parler aux autres. Et au départ, les parents ne s'inquiètent pas trop car c'est quand même normal pour les jumeaux jumelles en bas âge de parfois créer un langage entre elles ou entre eux. On l'appelle ce langage cryptophasie. Plus les années passent et plus les jumelles deviennent fusionnelles. Les filles finissent par ne parler qu'entre elles dans un débit très rapide qu'on compare au son des oiseaux et cessent toute conversation avec toute autre personne, même les membres de leur famille. Seule leur petite sœur Rosie fait exception car par manque d'espace, la petite partage la chambre avec les jumelles. Mais dès que Rosie obtiendra sa propre chambre à 11 ans, les jumelles vont aussi cesser de lui parler et de jouer avec elle, ce qui lui fera beaucoup de peine. Lorsqu'elles sont en âge d'aller à l'école, June et Jennifer se font beaucoup pointer du doigt par les autres étudiants, car de 1, elles sont les seules élèves noires de l'école à cette époque, de 2, elles refusent de parler à qui que ce soit, et de 3, elles ont un comportement des plus étranges. En effet, les filles font tout à l'unisson, d'une manière extrêmement lente et en se jetant des petits coups d'œil comme si l'une attendait que l'autre fasse le prochain geste. Elles seront filmées à la cafétéria en train de manger, et alors que tout le monde a terminé depuis longtemps, les jumelles, elles, sont toujours assises là, en train de manger en simultané. Elles ne réagissent pas quand on leur parle, elles ne regardent pas les gens, ne montrent aucune émotion. Elles marchent l'une derrière l'autre, tête baissée, et lorsqu'elles se font intimider par d'autres étudiants, elles s'accrochent l'une à l'autre et ne bougent pas. Voyant ça, les professeurs vont alors leur permettre de quitter l'école 5 minutes avant les autres afin qu'elles puissent rentrer chez elles tranquilles. Après un moment, leurs parents vont leur faire rencontrer un psychiatre qui va leur diagnostiquer un mutisme sélectif. Un mutisme sélectif est en fait le fait qu'une personne est capable de parler avec ses parents, ses amis dans un environnement qu'elle connaît, mais elle devient incapable de parler quand il s'agit de nouvelles situations ou de nouvelles personnes. Ce trouble est souvent lié à la timidité, l'anxiété sociale et l'autisme. Comme l'école ne peut pas gérer cette situation, une décision est prise d'envoyer les jumelles dans un centre spécialisé qui s'appelle Eastgate Center. Elles vont y être de 1976 à 1979. Le personnel va vite s'apercevoir que les filles parlent lorsqu'elles ne sont que toutes les deux ensemble. Elles vont alors être filmées et enregistrées à leur insu pour essayer de comprendre leur langage et comportement pour le moins étranges. Et ils vont découvrir plusieurs choses. De 1, ils vont comprendre en ralentissant la bande sonore que les filles ne parlent pas leur propre langage comme ils le pensaient, mais bel et bien un anglais très rapide avec des problèmes de prononciation très forts. De 2, ils vont aussi se rendre compte que June est la plus intellectuelle et créative et que Jennifer est la plus soumise. Les professionnels vont aussi réussir à communiquer avec les filles via l'écriture. Chacune d'elles a un journal intime personnel et toutes les deux écrivent la même chose, elles voudraient être séparées.
Ils disent qu'elles mangeraient, qu'elles marcheraient et qu'elles parleraient normalement si elles étaient séparées. Mais bizarrement, elles écrivent aussi que si elles étaient séparées, elles en mourraient. Étrange. Donc le personnel va essayer cette option et on va essayer de les séparer. On va les faire venir dans un petit bureau et on va leur expliquer qu'une d'elles va rester à Eastgate et que l'autre va s'en aller dans une autre institution. On va donc les laisser seules un moment pour qu'elles décident entre elles qui part et qui reste. Mais dès que la porte se ferme, le personnel n'en croit pas leurs yeux car les filles se mettent à se crier dessus et à se battre. Apparemment, Jennifer crie à June « Tu es Jennifer! Tu es Jennifer! » C'est donc June qui sera envoyée dans une autre institution car elle est considérée comme moins dépendante de sa jumelle. Mais la situation, au lieu de s'améliorer, va se dégrader. June cesse de manger, cesse de bouger et fait plus aucun effort pour se vêtir non plus. Le matin, on la retrouve assise dans son lit avec les mêmes vêtements que la veille, les joues pleines de larmes et le nez coulant. Les professionnels vont donc céder et réunir les deux jumelles. Elles ont maintenant 16 ans et passent leur journée enfermées seules dans leur chambre, la petite Rosie ayant obtenu la sienne. Elles se créent un univers de poupées à qui elles vont donner toutes sortes de personnalités et créer toutes sortes d'histoires qu'elles enregistrent même parfois. Elles communiquent avec leur mère via des lettres glissées sous la porte et mangent même dans leur chambre car elles sont incapables de manger avec leur famille. Les jumelles vont pourtant faire des efforts et prendre un cours par correspondance sur l'art de communiquer afin d'être capables de parler avec leurs proches. Un cours sur comment dire bonjour, parler de la température, ce genre de choses. Mais malheureusement pour les filles, elles n'y arrivent pas. Les filles ont alors une autre idée. Comme elles ont une imagination débordante et qu'elles ont de la difficulté à s'exprimer à l'oral, elles s'exprimeront par écrit et deviendront écrivaines. Des écrivaines célèbres qui rendront fiers leur famille. Pour ce faire, elles prennent donc des cours d'écriture par correspondance, s'achètent des machines à écrire et se mettent au travail. June va écrire de Pepsi Cola Addict en 1980 et les filles vont payer environ 500 $ de leur propre poche pour publier 185 copies du livre en 1981. Ce livre raconte l'histoire d'un adolescent de 14 ans accro au Pepsi Cola en pleine crise d'adolescence. Il découvre l'amour, l'amitié, le sexe, la rébellion, etc. Personnellement, j'ai lu le livre et au départ, je ne m'attendais à rien. Je me disais même, qu'est-ce que ça va être que cette histoire? J'ai été vraiment impressionnée. On dit souvent que les auteurs écrivent sur les lieux où ils ont grandi, sur ce qu'ils connaissent, mais June, elle, a fait complètement l'inverse. Non seulement son personnage principal est un jeune garçon blanc de 14 ans alors qu'elle est noire, mais il a grandi à Malibu, aux États-Unis, alors que la jeune fille n'a jamais mis les pieds. Elle a dû probablement lire beaucoup de livres et regarder beaucoup d'émissions de télévision pour se renseigner et renchérir son histoire. Et franchement, j'ai été très impressionnée. Je tiens quand même à vous mettre en garde que les histoires des jumelles sont toujours un peu glauques et sombres et un peu étranges par moments. Et le Pepsi Cola Addict ne fait pas exception à la règle. Le personnage principal semble chercher son orientation sexuelle et il a une relation avec une adulte et il se fait abuser sexuellement en prison. Donc, je tenais à vous prévenir. J'ai quand même bien aimé comment elle décrit les choses avec ses mots d'adolescente. Jennifer, pour sa part, a moins de chance. Inspirée par sa sœur, elle va écrire une nouvelle dans laquelle une famille a un petit bébé qui souffre d'une maladie cardiaque. Pour le sauver, ils vont implanter le cœur du chien domestique à l'intérieur de leur bébé. Malheureusement pour eux, l'âme du chien prendra possession du bébé et voudra se venger de ses maîtres. C'est une histoire un peu glauque et sombre, mais quand même que je trouve quand même originale. Moi, je le verrais bien dans le style de Tim Burton ou comme en stop motion, comme ils ont fait en partie dans le film. Jennifer écrira aussi Discomania et de Taxi Driver's Son. Cette dernière nouvelle passera d'ailleurs près d'être publiée en 1982, mais comme on va voir dans la suite de leur histoire, Jennifer ne pourra pas donner suite à la demande de l'éditeur et malheureusement son manuscrit sera détruit. Bref, à cette époque, avant qu'elles ne deviennent tristement connues, personne ne veut publier les histoires des jumelles et cela va les déprimer encore plus. Elles vont commencer à sortir par leur fenêtre tard le soir. Ils vont faire la rencontre de 2 ou 3 frères américains, ça change selon les versions que l'on a trouvées, qui eux sont de passage au Pays de Galles. Ces garçons leur font découvrir l'alcool, la drogue et le sexe.
Une sorte de jalousie et de haine grandit alors entre les jumelles qui vont tenter de se tuer à au moins 2 reprises. Jennifer tente d'étrangler June avec un fil de radio et June essaie quant à elle de noyer sa sœur dans une rivière. Lorsque les garçons vont repartir en Amérique, les filles vont très mal le prendre. Elles vont commencer à commettre divers délits comme des vols et du vandalisme et vont même mettre le feu à un magasin de tracteurs. En 1982, elles vont plaider coupables à leur infraction et au lieu d'être envoyées en prison, seront envoyées dans un hôpital psychiatrique nommé Brownmore, dans 2 ailes complètement différentes. C'est d'ailleurs parce qu'elle sera internée que Jennifer ne pourra pas faire suite à l'éditeur pour la publication de son livre. Les filles vont continuer à écrire l'une à propos de l'autre dans leurs journaux respectifs et vont demander des nouvelles de leurs jumelles à leurs parents. Durant cette période de temps, elles vont aussi recevoir des fortes doses de tranquillisants qui leur permettront de parler un peu plus, mais qui leur enlèveront leur envie d'écrire. C'est à ce moment que la journaliste et écrivaine Marjorie Wallace va entrer dans leur vie. Elle va tenter de les faire parler, de les écouter et d'écrire leur histoire. Son livre The Silent Twins, ou Les jumelles silencieuses en français, va sortir en 1986 et c'est pour ça que les jumelles vont devenir tristement connues. Les jumelles quitteront Brownmore, l'hôpital psychiatrique, en mars 1993, peu avant leur 30e anniversaire. Le 9 mars 1993, June et Jennifer montent à bord d'un minibus qui va les conduire dans un établissement à sécurité réduite, la clinique Caswell. Durant le trajet, Jennifer pose la tête sur l'épaule de sa sœur et s'endort. Arrivée à destination, June tente de réveiller sa sœur pour lui dire qu'elles sont arrivées, mais Jennifer ne réagit pas et personne ne peut la sortir de son inconscience. Elle est apportée à l'hôpital où elle va être déclarée morte 30 minutes plus tard d'une myocardite aiguë, c'est-à-dire une inflammation des muscles du cœur. Aucune drogue ni autre poison n'est retrouvée dans son corps. Elle n'avait seulement que 29 ans. Le plus étrange dans cette affaire, c'est que les filles avaient même parlé de ça avec Madame Wallace. Jennifer lui avait même dit et même écrit dans son journal qu'elle allait mourir très bientôt et même avant d'être transférée. June et elle avaient fait une sorte de pacte et s'étaient mis d'accord que l'une des deux devait mourir pour que l'autre puisse vivre. Et comme Jennifer est la plus soumise et la plus dépendante des deux, il était entendu que c'est elle qui devait se sacrifier. Et en effet, depuis le départ de sa jumelle, June a commencé à vivre une vie normale. Elle n'est plus internée, habite proche de ses parents et est devenue plus sociable. Elle donne des entrevues et elle dit qu'elle se sent libérée depuis que sa sœur s'est sacrifiée pour elle. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de June et Jennifer Gibbons, tristement connues sous le nom des jumelles silencieuses. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires dans la barre ci-dessous et écrivez jumelles silencieuses si vous avez aimé et suivi cette vidéo jusqu'au bout. On vous conseille de regarder le film fait en 2022. Les jumelles silencieuses ou de Silent Twins. On vous conseille également le livre de June de Pepsi-Cola Addict, maintenant publié et disponible sur Amazon pour à peu près une trentaine de dollars. Et il y a aussi le documentaire Without My Shadow, disponible gratuitement sur YouTube, qu'on vous conseille de regarder également. On s'est d'ailleurs servi de petites sections pour notre vidéo. Bien sûr, on mettra tous les liens dans la barre de description. Comme d'habitude, n'oubliez pas le fameux pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo, d'activer la cloche de notification et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!